Et donc, cette table ronde, on avait intitulé la table ronde « La TEA et la pratique de la diversité linguistique ». Donc, nous avons 5 intervenants. Je ne sais pas si finalement on en sera 5 ou 4. En tout cas, on va commencer par les débuts, les premiers. Et le premier intervenant s'appelle Nicolas Bacaer. Et donc, il est chargé de recherche à l'Institut de recherche pour le développement à Paris. Et il a publié déjà de nombreux articles, mais il y en a un que je voudrais signaler, même s'il n'est pas tout à fait en rapport avec la question de la traduction automatique, mais en tout cas, il est en rapport avec la politique linguistique. C'est un article qui a été publié dans la revue qui est née en 2019, Francophonie et innovation à l'université, et il est intitulé « Quelques aspects de la disparition du français dans la recherche scientifique ». Donc là, aujourd'hui, il va nous parler de la possibilité de traduire avec le navigateur Chrome des articles notamment scientifiques ou des sciences dites dures ou inhumaines. Donc, je vous donne la parole pour 20 minutes. Bien, merci. Alors, attendez, il faut que je partage mon écran, c'est ça? Oui. Lancer la diffusion, peut-être. Vous me voyez là ou pas? Et vous, on vous voit, mais on ne voit rien d'autre pour l'instant. Ah oui, je n'ai pas de transparent en fait. Ah. Je vais parler comme ça directement. Ça vous convient? Si vous voulez. D'accord. Donc, je vais vous parler de mon expérience en matière de traduction automatique. Alors, je suis chercheur à l'interface entre les mathématiques et la biologie. Juste pour situer, donc moi, je suis franco-canadien du Canada anglophone. J'ai fait mes études dans un lycée franco-allemand et mon épouse est chinoise. Bon, c'était une parenthèse. J'ai distingué 4 utilisations de la traduction automatique. La première, la plus simple, c'est celle pour envoyer des messages à des collègues à l'étranger, pour leur envoyer des courriels. Donc, depuis quelques années, j'envoie systématiquement dans la langue du destinataire, s'il ne connaît pas le français, disons. Et donc, j'utilise soit DeepL, soit le traducteur de Google, et je fais des doubles traductions. C'est-à-dire, par exemple, pour traduire en italien, que je ne connais pas, je traduis français-italien, et après, soit italien vers français, soit italien vers allemand, par exemple. Et puis, si à l'arrivée, ce n'est pas correct, eh bien, je modifie mon message de départ en français jusqu'à ce que ce soit à peu près bien. Donc, c'est la première grande utilisation pour les courriels. La deuxième utilisation, c'est pour lire des pages ou des articles sur Internet. Alors, comme je faisais remarquer tout à l'heure, en fait, les chercheurs n'ont pas besoin d'avoir des pages en anglais, notamment avec le navigateur Chrome. Si vous êtes sur une page, il n'y a qu'à cliquer sur un bouton et vous avez la traduction dans une langue que vous voulez. Donc, bon, des fois, la traduction est de mauvaise qualité moyenne, mais enfin, quand même, ça permet de faire pas mal de choses. Et en particulier, ça permet de lire un très grand nombre d'articles. Articles scientifiques, je veux dire. Donc, pour ça, il faut bien comprendre la différence entre Chrome et les autres navigateurs.
Chrome, c'est le navigateur de Google, donc c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur un bouton et vous avez la traduction. Néanmoins, il faut que l'article au départ soit quand même dans un format convenable. Il ne faut pas que ce soit un article en PDF, parce que la traduction automatique du PDF fonctionne très mal. Il faut donc que l'article soit en HTML. Et là, ça dépend un peu des éditeurs de revues scientifiques. Prenez par exemple deux très gros éditeurs, Elsevier et Springer, qui ont chacun plus de 2000 revues scientifiques. Si vous allez sur Elsevier et vous demandez à Chrome de traduire automatiquement un article, ça se passe plutôt bien, notamment s'il y a des formules mathématiques, les formules restent au bon endroit. En revanche, si vous allez voir chez Springer, qui est un autre mastodonte de l'édition scientifique, il se passe quelque chose de bizarre. Les formules mathématiques partent dans tous les sens et du coup, la traduction automatique devient inutilisable. Alors, c'est particulièrement curieux parce qu'en fait, ces deux éditeurs, Elsevier et Springer, utilisent le même système pour afficher les formules mathématiques. Ils utilisent un logiciel qui s'appelle MathJax, donc math comme math et Jax, J-A-X. Mais visiblement, il y a un petit réglage technique qui fait que chez Elsevier, ça fonctionne bien et chez Springer, ça fonctionne mal. Mais globalement, il y a au moins la conscience chez ces éditeurs que publier en HTML, c'est nettement mieux que de publier en PDF. Et malheureusement, cette conscience n'est pas encore généralisée parmi les éditeurs. Par exemple, en France, vous ne le savez sans doute pas, mais le plus gros éditeur de revues scientifiques dans les sciences dures, c'est le centre Mersenne à Grenoble, qui est une nouvelle structure créée il n'y a pas très longtemps. Et le centre Mersenne publie un petit nombre de revues en HTML, mais la plupart, c'est en PDF. C'est un peu malheureux. Donc, voilà, ça c'est la deuxième utilisation, lire des articles. Donc, on peut en lire beaucoup. Si vous lisez déjà tout Elsevier, ça fait déjà de la lecture, mais on ne peut pas tout lire. La troisième utilisation de la traduction automatique, c'est pour traduire mes propres articles. Depuis quelques années, j'écris tous mes articles en français. Avant, je les écrivais en anglais, mais un jour, je me suis dit, désormais, j'écrirai tout en français. Et évidemment, ça pose un problème de communication, mais grâce à la traduction automatique, les choses peuvent quand même s'arranger. Alors, je dois préciser que dans mon domaine, on n'utilise pas Word pour écrire des articles. Word, c'est bien pour les textes qui ne comportent pas de formules mathématiques ou pas de formules chimiques ou de choses comme ça. On utilise plutôt un programme qui s'appelle LaTeX, L-A-T-E-X ou qui, si vous voulez. Et alors, le problème, c'est que traditionnellement, on utilise ce langage LaTeX et à la fin, on produit un PDF. Et donc, ni le LaTeX ni le PDF ne sont traduisibles automatiquement. Ce qui fait que tous les gens qui sont comme moi dans les mathématiques ou la physique ou la chimie, ben, grosso modo, ils n'ont pas l'habitude de faire des traductions de leurs textes parce que ce n'est pas possible. Alors la ruse, c'est évidemment de passer par le HTML. Il faut transformer son article de LaTeX en un fichier HTML et à partir de là, on peut faire la traduction automatique, par exemple avec Chrome, en utilisant par exemple MathJax pour les formules. Alors évidemment, la qualité est moyenne. Surtout que des fois, vous avez des formules qui se retrouvent au milieu d'une phrase et là, le traducteur automatique, il est perdu parce qu'il coupe la phrase en deux et il ne fait plus le lien entre le début de la phrase et la fin de la phrase et c'est mauvais. Donc, j'ai essayé un système de pré-édition, c'est-à-dire que je fais la traduction automatique dans deux langues que je connais, l'allemand et l'anglais. Et j'essaie de modifier le fichier source en français suffisamment pour que le résultat soit à peu près correct en allemand et en anglais. Il y aura toujours des mots qu'on n'arrivera pas à forcer une bonne traduction, mais c'est déjà un premier travail
si vous voulez, de préparation du texte. Une fois que j'ai fait ce travail de préédition, je fais aussi des traductions dans d'autres langues que les deux que j'ai mentionnées. Au total, je fais des traductions dans à peu près une dizaine de langues avec Chrome, traduction automatique. Donc, je fais les langues des pays voisins, donc l'italien, l'espagnol, le portugais, le néerlandais. Je fais aussi le russe, l'arabe, le chinois et le japonais. Et quand j'ai fait toutes ces traductions, je les pose à la fois sur ma page personnelle et sur le site HAL, H-A-L, qui est un site d'archives que vous connaissez peut-être, où on peut déposer des articles de toutes sortes. Donc, quand vous êtes dans HAL, non seulement vous pouvez avoir votre article principal, mais il y a un système de fichiers annexes où vous pouvez mettre les traductions, toutes les traductions de vos articles en fichiers annexes du fichier principal. Et alors, l'avantage, c'est que c'est bien recensé dans les moteurs de recherche. Par exemple, si un Brésilien tape en portugais quelques mots-clés qui se trouvent dans la traduction portugaise, eh bien, il tombera facilement dessus. Alors, après le travail de pré-édition, je fais aussi un travail de post-édition. Alors ça fait que depuis pas longtemps que j'ai réussi à comprendre comment faire de la post-édition sur un article avec plein de formules. En fait, j'utilise Chrome à partir de mon fichier HTML. Je fais la traduction sur Chrome. Et là, la question, c'est est-ce qu'on peut modifier cette traduction? Alors, oui, c'est possible, mais c'est un peu compliqué. En fait, il faut sauvegarder la traduction comme fichier HTML et ensuite aller fouiller dans cette traduction HTML pour corriger les mots qui ont été mal traduits. Et c'est un peu technique parce qu'en fait, il faut utiliser la fonction recherche de votre éditeur de texte parce que sinon, le fichier en lui-même est assez difficile à lire. Et une fois que vous avez corrigé, par exemple, les erreurs de vocabulaire technique, vous avez un nouveau fichier HTML bien post-édité et vous pouvez le réafficher et éventuellement l'imprimer vers un fichier PDF. Donc ça, je l'ai fait par exemple pour l'allemand et l'anglais. Et bon, ce n'est pas encore sur ma page personnelle, mais ça devrait l'être bientôt. La version post-éditée en allemand, par exemple, devrait être bientôt sur ma page. Notez sur ma page que je ne mets pas la version anglaise pour éviter que les collègues européens, italiens, espagnols, allemands ou même français se précipitent sur la version anglaise parce que je souhaite que les Italiens lisent la version italienne et non la version anglaise. Mais bon, si vous voulez la version anglaise, c'est aussi possible parce que je dépose la version HTML de mon article et donc avec Chrome, vous pouvez avoir dans la langue que vous voulez. Voilà, c'était la troisième utilisation, traduire mes propres articles. Maintenant, j'en arrive à la dernière utilisation, qui est de traduire les articles que je n'ai pas écrits, les articles des autres. Donc, dans mon domaine, comme vous le savez peut-être, plus de 99% de la littérature, ou disons plus de 95% de la littérature est en anglais. Et donc, je m'étais dit, je vais essayer de traduire une partie de cette littérature en français de manière automatique. Alors, il y a deux choses. Si vous faites simplement, si vous vous contentez d'une traduction toute simple, toute bête, sans post-édition, vous voyez que pour un article, il ne faut même pas 1 minute avec Chrome pour faire la traduction. Donc, vous voyez, vous avez presque en 1 heure, vous pouvez faire des traductions automatiques d'une 60aine d'articles. C'est énorme, quoi. Bon, ça, c'est si vous voulez. Évidemment, avec Chrome, vous récupérez facilement du PDF, mais c'est un PDF qui n'est pas modifiable. Si vous voulez du modifiable, alors là, ça devient plus compliqué. Il faut sauvegarder sous forme HTML, il faut refaire la mise en page, et tout ça, ça prend pas mal de temps, au moins 1 heure par article. Mais bon,
Si vous y consacrez 1 heure par jour, vous pouvez traduire 200 articles par an. Donc, c'est déjà une quantité assez importante. Alors, que traduire ? Là, il y a une distinction. Certains articles sont publiés sous une licence spéciale qui s'appelle Creative Commons CC BY. Et c'est une sorte de licence qui, si je comprends bien, permet un peu de contourner la question du droit d'auteur. Traditionnellement, vous n'avez pas de droit de traduire un article scientifique et de publier la traduction comme ça, comme vous voulez, sans demander l'autorisation. Mais pour ces articles publiés sous forme CC BY, à ma connaissance, on peut le faire. Et donc, c'est ça que j'ai fait. J'ai essayé de repérer qu'est-ce qui, dans la littérature, était publié sous cette licence-là. Et donc, il y a déjà pas mal de choses. Et notamment, en France, il y a les comptes rendus de l'Académie des sciences, qui a 7 sections. Toutes sont publiées sous cette licence, mais il n'y en a que 3 qui sont en format HTML. Donc, c'est compte rendu biologie, compte rendu chimie et compte rendu géosciences. Donc, à partir de 2020, je vais traduire, enfin, j'ai déjà traduit tous les articles de ces 3 revues en français. Et elles sont sur ma page personnelle, tout en bas. Si vous cherchez traduction, ça s'y trouve. On ne peut pas les déposer dans HAL parce que les auteurs ont tendance à râler un petit peu. HAL n'avait pas prévu cette possibilité-là. J'ai pas dit. Ah oui, alors j'aimerais bien le faire avec DeepL, puisque le résultat de la traduction vers le de l'anglais vers le français avec DeepL est un peu meilleur que Google. Mais malheureusement, moi je n'utilise que la version gratuite de DeepL et on ne peut pas vraiment faire des traductions de pages entières. On peut copier-coller des morceaux, mais ça ne convient pas du tout à mon secteur. Vous voyez, il y a une grande différence. Quand vous faites du copier-coller dans des fenêtres, vous perdez toutes les parties techniques. Les indices, les exposants, les formules, tout ça est perdu. Donc, c'est un gros problème. On ne peut pas faire du copier-coller facilement avec des articles techniques comme ceux qui m'intéressent. Ensuite, que traduire ? Alors oui, alors il y a traduire d'abord. L'idée, c'était de traduire ce qui est subventionné par de l'argent public. L'idée générale, si vous voulez, c'était que si c'est subventionné par de l'argent public, français, je veux dire, ça devrait pouvoir être lu en français. Donc, qu'est-ce qui est subventionné par l'argent public ? Eh bien, d'abord, il y a les revues françaises publiques, comme les comptes rendus de l'Académie des sciences ou les revues du Centre Mersenne. Tout ça, c'est de l'argent public. Souvent, les auteurs sont étrangers, parce que, comme vous savez, les Français non seulement négligent leur propre langue, mais ils négligent leur propre revue. Donc, bon, ça peut se traduire. Et l'autre chose que j'avais envie de traduire, c'était ce que font les collègues fonctionnaires français qui publient à l'étranger, mais sous licence Creative Commons. Par exemple, il y a des revues qui s'appellent PLOS, que je n'aime pas du tout parce qu'il faut payer pour publier. Mais bon, il se trouve que, par exemple, si vous voulez savoir, si vous voulez connaître la vie des poissons dans la Seine, ou, je ne sais pas, moi, des ours dans les Pyrénées, il est fort probable que, pour le savoir, vous aurez besoin de lire un article en anglais publié à l'étranger. Et donc, ce serait un peu raisonnable, si vous voulez, d'en avoir une version française. Alors, ça peut être une version bête, juste traduction automatique. Et puis, si vraiment soit l'auteur râle, soit il y a des volontaires pour le faire, on peut post-éditer la traduction suivant les besoins. Donc, j'espère que ces tentatives intéresseront les gens qui sont un peu intéressés par ce développement-là. Donc, j'avais déjà contacté le groupe de travail de la science ouverte de Madame Kubler et autres. Et alors, ce qu'il faut voir, c'est que parmi vous, il y a beaucoup de traducteurs. Donc, vous êtes conscient que la diversité linguistique est un avantage. Mais parmi les scientifiques, si vous voulez, la conscience linguistique est proche de 0. C'est-à-dire que la plupart des scientifiques sont tout à fait heureux de l'interdiction de leur propre langue
de la généralisation universelle de l'anglais. Ils sont même heureux qu'on leur interdise d'enseigner dans leur propre langue, dans leur propre université. Et ce phénomène est vraiment très, très profond, quoi. Donc, il y a un long travail. Je ne sais pas si ce que j'essaye actuellement, c'est une ultime tentative désespérée ou si c'est le prémisse d'un vague mouvement. Et donc, l'avenir est très incertain à ce sujet-là. Je remarque d'ailleurs que même les spécialistes français de traduction automatique ou d'intelligence artificielle ont des pages web uniquement en anglais. Donc, ça vous situe à peu près le niveau de conscience linguistique des collègues fonctionnaires. Voilà, j'ai à peu près terminé ce que je voulais dire. Ah oui, alors dans mes traductions, il y a du russe et de l'espagnol, il y a de l'arabe aussi. Donc, je suis heureux de recevoir tout commentaire concernant la qualité des traductions. Et si vous me signalez que tel mot est mal traduit, eh bien, je m'empresserai de le corriger. Voilà, merci pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Vacaer, pour votre exposé si clair et pour votre action. Vous êtes en quelque sorte un modèle, ou plutôt un contre-modèle pour les scientifiques français qui, comme vous l'avez signalé, sont encouragés à publier en anglais, y compris en payant les publications et en faisant fonctionner la recherche américaine en détriment des recherches en France. Et